Les espaces de citoyenneté active, émission magazine animée par l'association Evaleco autour des enjeux de l'Europe et cette année un cycle sur Raconte-moi ton Europe présenté par Geneviève Fontaine. Bonsoir. Florine. Anne-Cécile. Bonsoir. Et par Philippe Chemla pour l'association Evaleco également. Un jour viendra où les armes vous tomberont des mains, à vous aussi. Un jour viendra où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible entre Paris et Londres, entre Pétersbourg et Berlin, entre Vienne et Turin, qu'elle serait impossible et qu'elle paraîtrait absurde aujourd'hui entre Rouen et Amiens, entre Boston et Philadelphie. Un jour viendra où la France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. C'était le rêve européen. C'était le rêve européen, oui. Victor Hugo, donc au moment du Congrès de la paix en 1849. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de textes de Victor Hugo de cette époque-là où il parle des États-Unis d'Europe et de son rêve d'Europe. C'est un rêve d'Europe dans lequel il cite effectivement aussi le développement des échanges commerciaux et des échanges culturels. Mais il cite beaucoup. Il dit que tout ça, les échanges commerciaux, ça ne pourra trouver son fondement et son sens que si on développe une unité ou en tout cas des points communs au niveau culturel, au niveau. Si on apprend à se rencontrer, si on apprend à se respecter, si on apprend à respecter l'autre dans nos diversités. On a vraiment des textes de Victor Hugo sur ce rêve d'Europe, alors qu'il appelle les États-Unis d'Europe dans beaucoup de textes et qui sont intéressants à relire aujourd'hui, surtout dans cette période extrêmement mouvementé et compliqué. Et lorsqu'on a commencé ce cycle sur Agora Côte d'Azur il y a 3 ans sur la citoyenneté européenne, je t'avoue que je ne me doutais pas qu'aujourd'hui ce serait autant difficile de pouvoir continuer à parler d'Europe, à parler de ce rêve quand on voit la situation des migrants, quand on voit du repli sur soi, quand on voit de la violence. Et pourtant, ce soir, Anne-Cécile et Florine, qui sont les 2 jeunes volontaires en service civique qui ont rejoint cette année l'association Evaleco, vous allez nous parler de témoignages de jeunes gens et de jeunes filles qui ont un rêve d'Europe. Absolument. Du coup, je te propose de te lire le témoignage de Émilie. Donc qui a écrit, on lui a posé la question que représentait l'Europe pour elle. Alors, j'ai réellement commencé à me demander ce qu'était l'Europe le jour où on m'a demandé d'aider sur la création d'un blog à ce sujet. J'ai regardé sur internet, j'ai fouillé dans ma mémoire, j'ai demandé autour de moi pour, au final, réaliser que le sujet était plutôt flou. La masse d'informations était telle que je me suis retrouvée avec plus de questions que j'en avais à l'origine. Qu'est-ce que c'est, en fait, l'Europe ? C'est grand ? Très grand. Quelle part avons-nous ? J'avais aussi une impression d'injustice. Quand quelque chose va mal, c'est à cause de l'Europe. Et quand quelque chose fonctionne, c'est grâce au gouvernement. Pourtant, j'ai la conviction, au fond de moi, que c'est vraiment important. Et qu'une Union européenne qui avance, c'est une Union européenne qui prend en compte la vie de chaque citoyen qui la compose. Que nous avons toutes et tous un mot à dire, notre part de décision à prendre, ainsi que des valeurs communes à mettre en commun pour renforcer notre sentiment d'unité. Voilà, donc là on est sur des témoignages effectivement de jeunes Européens à qui on a envoyé, et puis il y en a eu des retours donc qui ont tous entre 18 et 28 ans quoi. Donc on est sur cette tranche d'âge là sur l'émission d'aujourd'hui. Ce que montre le témoignage d'Émilie, c'est effectivement cette complexité de la construction européenne. On dit Europe aujourd'hui et puis ça recouvre des réalités extrêmement différentes. Alors continuons sur les modèles d'éducation populaire dont on a l'habitude. Quand on parle d'Europe, de quelles Europes parlons-nous ? De quelles Europes au pluriel parlons-nous ? Oui, parce que l'Europe, ça recouvre déjà des réalités politiques très différentes. Et alors il y a un continent européen, ça c'est ce qui va être défini par des géographes. Et puis il y a une volonté politique de construire dans la lignée de ce que Victor Hugo nous disait là, donc de construire l'absence de guerre, l'impossibilité de se faire la guerre. La construction européenne est basée là-dessus. Alors, on a construit plusieurs choses. Il y a l'Union européenne. Voilà, elle regroupe 28 pays
et elle est essentiellement au départ sur une base économique. L'idée qui la guide, c'est en développant les échanges économiques entre les peuples, on les rend interdépendants. Et ça rend impossible le fait qu'il se fasse la guerre. Donc c'est la base de la création de l'Union européenne. Malgré tout, aujourd'hui, on a développé des coopérations économiques et c'est la guerre économique, y compris entre les pays européens. Ah, ça c'est vrai que c'est l'objectif, c'était d'arrêter la guerre au sens de la guerre armée. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a pas mal de choses en Europe qui essayent de limiter cette guerre économique. Mais il y a aussi les États qui essayent, par exemple, d'attirer sur leur territoire des multinationales au détriment d'un autre, à coup de dumping fiscal ou de dumping social, donc et qui vont mettre en concurrence leur système de protection sociale, leur système de code du travail, etc. Et toujours vers le moins-disant. Alors que l'Europe, au départ, ne demande pas du tout ça. L'Europe ne demande pas du tout ça. L'Europe Elle fixe au contraire des seuils minimaux. Elle fixe toujours. L'Europe intervient en fixant des seuils minimaux qu'elle considère comme étant et qui sont progressivement augmentés, jamais diminués. On n'a jamais vu en Europe de diminution du droit du travail ou de la protection. On est parti de très bas, faut dire aussi, avec voilà. Et on fixe des normes minimales. Les États qui n'atteignent pas ces normes minimales ont un temps de quelques années pour s'adapter, adapter leur législation, le traduire dans le droit, et donc améliorer la vie et arriver de leurs habitants, arriver au minimum qui est donné, mais jamais ces normes minimales l'Europe demande aux pays qui sont au-dessus de diminuer et de revenir en arrière. La compétition économique fait que. Et les dogmes économiques fait que. Et voilà, c'est essentiellement l'idéologie qui aujourd'hui domine la construction européenne, surtout depuis les années 80, parce que c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on a le basculement d'une théorie libérale qui est avec d'autres théories utilisées en Europe sur le plan économique. On bascule vraiment dans une idéologie libérale, et donc effectivement on arrive aujourd'hui à une guerre. Donc si on revient à nos propos, il y a une Union européenne, 28 pays qui essayent de construire ensemble des politiques communes, que ça soit des politiques autour du commerce, de l'industrie, mais aussi des politiques autour de l'aménagement du territoire, des politiques, des balbutiements de politiques de défense commune. Voilà, donc l'idée, c'est de construire des politiques qui vont rapprocher les États et arriver à les faire converger. À l'intérieur de cette Union européenne, pour certains pays, il a été décidé d'aller plus loin. C'est en 92 le traité de Maastricht, et de dire on va accélérer cette unification économique par la création d'une monnaie unique. Avec en toile de fond l'effondrement du mur de Berlin. Oui, c'est ça. Enfin, souvent, c'est aussi remettre tout ça dans une perspective historique. C'est aussi utile, parce que il était absolument pas question dans la construction européenne de créer une monnaie unique. C'était évoqué, mais c'était dans un horizon. On parlait de 2020. Pour créer la monnaie unique, quand on était au moment avant le traité de Maastricht, dans les années fin des années 80, on venait juste de relancer la construction du grand marché en 86. Donc on était voilà. Mais il se passe un événement politique, historique, qui est la chute du mur de Berlin, la réunification allemande. Et là, il y a des mécanismes économiques dont on ne va pas rentrer dans le détail, mais je vous invite à venir au décrypter l'économie des Valéco pour bien comprendre ces mécanismes. En fait, ce qui se passe, c'est que la réunification allemande va attirer les capitaux en Allemagne. À l'époque, on a encore les différentes monnaies, le franc, et donc toutes les monnaies s'effondrent par rapport au Deutschmark. Et en fait, on se retrouve de fait comme s'il y avait le Deutschmark recommence à circuler dans toute l'Europe. Comme s'il était une monnaie unique. Comme s'il était la monnaie unique. Et bon, on est quand même, à l'époque, les hommes politiques qui étaient en place, ils avaient vécu la Deuxième Guerre mondiale. Voir le Deutschmark commencer à faire office de monnaie unique, de monnaie commune sur le territoire, c'est difficilement entendable. Ça rappelle des mauvais souvenirs. Voilà. Et donc on va construire l'euro à marche forcée, vraiment à marche forcée, parce que se donner entre 92 et 99 pour dire on va en 7 ans pour faire converger les pays, et voilà. On a été trop vite, beaucoup trop vite, mais il faut pas oublier ce fondement historique et le fait que c'était pour les autres pays européens, c'était éviter que ça soit le Deutschmark qui devienne la monnaie de fait, la monnaie commune.
Donc il y a cette zone euro qui est alors certains pays de l'Union européenne comme la Grande-Bretagne, ne font pas partie de la zone euro. Donc c'est un ensemble plus petit. Donc c'est une autre Europe. C'est une autre Europe qui a tous les fondements de l'Union européenne, mais qui va plus loin dans son intégration économique. Donc c'est entre les pays de la zone euro, il y a des traités qui vont encore plus loin dans cette intégration. En particulier la circulation de l'euro, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des harmonisations de politiques publiques qui vont et particulièrement économiques qui vont plus loin. Puis un autre espace dont on parle beaucoup actuellement. Ah, c'est un peu l'actualité. C'est l'espace Schengen. C'est encore une autre Europe. Certains pays qui font partie de l'espace Schengen, comme la Suisse, ne font pas partie de l'Union européenne et encore moins donc de la zone euro. Donc c'est ça qui rend très complexe. Alors l'espace Schengen, c'est un espace de liberté de circulation. En théorie, des hommes, des marchandises, mais surtout des hommes, parce qu'on avait déjà la liberté de circulation des marchandises et des capitaux. Et la théorie économique a dit que quand on laisse circuler librement les capitaux et puis les marchandises, mais pas les hommes, on crée des déséquilibres. Donc, alors la base de la construction de ça, c'est quand même que au départ, dans la construction européenne, on parle pas de citoyens, on parle pas d'individus, on ne parle que de travailleurs et de migrants. Dans les premiers textes de l'Union européenne. On parle de migrants. Ah oui, oui. Mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Alors ça peut être les mêmes aussi, parce que faut voir que dans les textes fondateurs de l'Union européenne, on est en 57, le traité de Rome, et qu'à l'époque, l'Europe pour se reconstruire a besoin des migrations qui viennent de l'extérieur aussi. Donc c'est pas uniquement une migration intérieure, mais il y a effectivement c'est la seule chose qui compte. C'est une émigration de peuplement. C'est une émigration de travailleurs. Une immigration plutôt. Une émigration de travailleurs. C'est pas le mot migrant est toujours attaché au mot travailleur. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si les gens peuvent bouger librement pour aller là où il y a le plus d'activités et donc potentiellement le plus d'emplois, on équilibre sur l'Union européenne le chômage. Enfin, on essaye d'éviter qu'il y ait du chômage par la circulation des peuples. Bon, ça, c'est faire abstraction complète du fait qu'on commence pas par construire une culture commune. Qu'on n'a pas les mêmes langues, qu'on n'a pas la même histoire, on prend un individu qui n'est réduit qu'à sa fonction de travailleur. Voilà. Donc dans la réalité, ça marche pas très bien. Voilà. C'est une réalité. Alors on va peut-être écouter un deuxième témoignage sur cette diversité de l'Union européenne. Juste après une petite pause musicale sur Agora Côte d'Azur, avec un extrait du dernier album de Arnaud, I Am an Old Motherfucker, sans aucune arrière-pensée évidemment. Smart too late, young too short, stupid too long. There's a time in life you have to protest. There's a time in love you have to take a rest. Je suis un vieux motherfucker. I'm just an old motherfucker. Don't worry, I say nothing. I can see, I can speak, but I've seen everything. I've heard everything. I'm still like a feather for each wind that blows. Je suis un vieux motherfucker. Je suis an old motherfucker. My body is there.
viendra où l'on montrera un canon dans les musées comme on y montre aujourd'hui un instrument de torture, en s'étonnant que cela ait pu être. Toujours Victor Hugo, donc on va ponctuer. Toujours en 1849. Toujours en 1849, on va ponctuer un peu cette émission par ces citations. Et donc on va écouter un deuxième témoignage qui va être lu par Florine, donc d'un jeune effectivement sur cette question d'une Europe compliquée à comprendre. Ouais, donc je vais vous lire le témoignage de Eddie. En tant que jeune citoyen européen, il est normal de s'interroger sur cette Europe qui est censée constituer notre futur. L'Europe, depuis sa naissance et depuis la nôtre, nous est présentée comme un espace commun en ce qui concerne l'Union européenne, où l'on peut se déplacer librement, s'installer et vivre. Elle nous offre aussi d'autres avantages comme le programme Erasmus ou l'accès gratuit à certains musées. Or, malgré cela, l'Europe est aussi une machine bureaucratique et économique prête à nous offrir un travail si on en maîtrise les codes nécessaires. Pour conclure, peut-on dire que cette Europe est proche de nous ? Sur de nombreux points, elle l'est. Enfin, les jeunes Européens tentent de se rapprocher. Sur le point institutionnel, et celle-ci est très loin de nous, et de moi particulièrement. Enfin, si on regarde de plus près dans la vie de tous les jours, on peut voir que l'Europe semble à la fois proche et loin en même temps. Voilà, donc sur cette proximité, c'est quelque chose qu'on a retrouvé très souvent dans les témoignages. Alors, par contre, ce que nous apporte, on va le voir, les témoignages de ces jeunes Européens, c'est qu'effectivement, cet espace de circulation qui est permis à l'intérieur de l'espace Schengen, eh bien leur offre l'occasion, eux, à cette génération-là, d'aller rencontrer les autres jeunes Européens et pouvoir effectivement partager ou en tout cas déjà rencontrer les autres cultures. On est encore très loin d'une culture commune, mais c'est le premier pas. Mais est-ce que ces possibilités de déplacement, de voyage et de rencontre sont véritablement ouvertes à tous les jeunes ? Alors jusque au programme, donc l'Union européenne fonctionne par programmation de 5 à 6 ans, jusqu'au programme qui s'est terminé en 2013, le programme qu'on appelle Erasmus, qui est souvent connu parce qu'il y a eu des films dessus, voilà, comme l'Auberge espagnole, etc. C'était réservé aux étudiants. Donc déjà effectivement, c'est-à-dire pas tous les jeunes. C'est déjà pas tous les jeunes, et si c'est déjà un pourcentage très faible d'une classe d'âge dans un pays comme la France, mais c'est un pourcentage encore plus faible dans d'autres pays européens. Aujourd'hui, donc depuis le programme qui a commencé en 2014, qui va jusqu'en 2020, on est passé au programme Erasmus+, et ce programme de mobilité européen pour les jeunes est ouvert d'abord est beaucoup plus étendu dans l'âge, il va jusqu'à 30 ans, et il est ouvert sur tout type de conditions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune peut bénéficier d'une bourse Erasmus alors qu'il est en train de faire un contrat d'apprentissage pour aller justement faire cette partie d'apprentissage à l'étranger. S'il est en lycée professionnel, s'il est en CAP, même il peut bénéficier d'une bourse Erasmus dans le cadre d'un projet de vie. Voilà. Alors c'est des dossiers qui sont plus compliqués à monter parce que quand on est dans un cadre universitaire, ou scolaire, on n'a rien à faire, c'est l'école, c'est l'université, on a des choses à faire, mais c'est prêt. Il y a un accompagnement qui est plus facile. Et puis l'information est là. Quand on est même si on y a le droit, quand on est à CAP, en BEP ou qu'on prépare un bac pro, on n'est pas forcément au courant qu'on a ces possibilités. Il y a aussi Erasmus+ pour les jeunes entrepreneurs. Donc un jeune qui veut monter une entreprise, il peut très bien, ou qui vient de la monter, peut très bien aller faire un tour en Europe pour voir comment se font les entreprises de son secteur, et il peut obtenir une bourse Erasmus. Donc c'est quand même beaucoup plus large. Donc dans la nouvelle programmation, une ouverture plus évidente, même si peut-être les structures d'accompagnement seront encore plus nécessaires si on veut pouvoir toucher un éventail plus large de jeunes gens et de jeunes filles. La paix vient de durer 32 ans. Et en 32 ans, la somme monstrueuse de 128 milliards a été dépensée pendant la paix pour la guerre. Supposez que les peuples d'Europe, au lieu de se défier les uns les autres, de se jalouser, de se haïr, se fussent aimés. Supposez qu'ils se fussent dit, avant même que d'être français ou anglais ou allemand, on est homme. Et que si les nations sont des patries, l'humanité est une famille. Et maintenant, cette somme de 128 milliards si follement et si vainement dépensée par la défiance, faites-la dépenser par la confiance. Ces 128 milliards donnés à la haine, donnez-les à l'harmonie. Ces 128 milliards donnés à la guerre, donnez-les à la paix.
Victor Hugo. Toujours, 1849. Voilà, donc ça nous renvoie effectivement en temps de paix, on dépense aussi pour la guerre, par la défiance. Et les enjeux restent toujours les mêmes, c'est de construire la confiance. Voilà, de construire la confiance. Alors en Europe, la notion de citoyenneté, elle n'est pas apparue tout de suite. Hein. C'est pas dans les premières déclarations, la déclaration de Robert Schuman en 1950, on n'évoque absolument pas la citoyenneté. Le seul objectif, c'est celui que tu viens d'évoquer avec cet extrait de Victor Hugo, c'est construire la paix en Europe. Voilà, c'est la seule chose. En 1957, dans le traité de Rome, la citoyenneté n'existe toujours que dans le cadre national. Il n'y a absolument pas d'idée de citoyenneté européenne. Et même si en 1957 apparaît un Parlement européen, en fait, c'est une émanation des parlements nationaux. Il n'y a pas il n'y a pas réellement. Et il faudra attendre 1979 pour qu'il y ait la première élection au suffrage universel du Parlement européen, donc pour qu'il devienne réellement et qu'on commence à construire une citoyenneté politique, uniquement par la reconnaissance du droit de vote de tous les citoyens des différents pays pour élire ce Parlement européen. Dans les années 70, tout doucement, on voit le vocable dont on a parlé tout à l'heure de travailleurs et de migrants, mais toujours attachés. Hein, les migrants ne sont intéressants pour l'Europe que parce qu'ils sont des travailleurs potentiels. Tout doucement apparaît le terme de citoyen dans les débats européens au courant des années 70. Hein, donc il faut quand même attendre. Et ça sera vraiment que dans le traité de Maastricht. Donc il y a la monnaie unique dans le traité de Maastricht, mais il y a plein d'autres choses puisque ça unifie les autres traités. Et c'est à ce moment-là qu'on formalise la notion de citoyenneté européenne qui vient s'ajouter à la citoyenneté nationale et où on dit que toute personne ayant la nationalité d'un État membre est citoyen de l'Union européenne et que ça lui donne des droits. Voilà. Mais ça ne construit pas de citoyenneté pour autant. Ça construit pas de citoyenneté au sens des sociologues, c'est-à-dire d'un sentiment de partager des communs, de partager des choses en commun et d'avoir envie de construire un avenir en commun. C'est essentiellement la construction d'un vivre ensemble. En commun aussi. Oui, c'est dans les textes qu'on trouve sur le traité de Maastricht, etc. Bon, on va accorder des droits. Le premier de ces droits, c'est la liberté de circuler et de s'installer. On retrouve cette idée toujours dans cette idée qu'il faut pouvoir aller déplacer les travailleurs là où on en a besoin. En 1997 apparaît un texte qui est important, qui est la première fois où on définit les droits fondamentaux des citoyens européens et c'est la charte des droits fondamentaux des citoyens européens. Mais il faudra attendre 2009 et le traité de Lisbonne pour que cette charte des droits fondamentaux ait une valeur juridique en Europe et que donc aucun texte européen et donc aucun texte des États européens puisse venir en contradiction. Donc des États membres de l'Union européenne. Des États membres de l'Union européenne. De quelle Europe parlons-nous ? Voilà. Aucun des textes ne peut être contraire effectivement à cette charte des droits fondamentaux. Ne peut la contredire. Ne peut la contredire. Donc on est quand même, vous voyez, 2009, c'est pas si vieux que ça, et il a fallu tout ça pour que l'Union européenne se dote de textes. Alors dans l'actualité, on peut se poser la question de savoir si tout le monde a bien compris le cadre dans lequel normalement on agit quand on se dit appartenir à l'Union européenne. Je me permets juste ça comme ça, hein. C'est pas pour Oui, donc c'est un peu quand même. Hein. Mais attention, les droits fondamentaux du citoyen européen ne sont accordés qu'aux personnes qui ont la citoyenneté d'un des États membres. Et ça, c'est la grande. Voilà, c'est qu'on a des espaces à plusieurs, et on le voit très bien se construire malheureusement depuis quelques années et surtout ces derniers mois. On a un espace de circulation et de liberté de circulation des citoyens des pays de l'Union européenne, donc de ceux à qui on reconnaît la citoyenneté européenne, mais c'est pas une liberté de circulation de toute personne étant sur le sol européen. Hein, et il faut pas oublier que dans beaucoup de pays européens, la citoyenneté est fondée sur le droit du sol et pas sur le droit du sang. On va lire un témoignage d'un jeune espagnol. Alors on va excuser Florine parce que donc ce jeune espagnol, Victor, a écrit en français, mais bon. Mais il est venu en service civique ici pour apprendre le français. Comme les auditeurs d'Agora ne savent pas comment il parlait le français lorsqu'il est arrivé. Alors son témoignage se nomme Une expérience en France. Je m'appelle Victor Babiano et je suis un Espagnol de 25 ans.
J'ai terminé mes études en économie en octobre 2014. Après une période à chercher du travail sans trop de chance en raison de l'énorme crise que traverse mon pays, j'ai décidé de parler à ma sœur qui habite à Antibes pour tenter ma chance en France. Mon idée principale était d'alterner l'étude de la langue française que je n'avais jamais étudiée et aider aux tâches administratives et économiques de l'entreprise de ma sœur et naturellement vivre dans sa maison. Ainsi, c'est comme ça que j'ai commencé à étudier au Centre d'études internationales d'Antibes et en même temps j'aidais ma sœur. J'ai étudié de mars à mai seulement car les cours étaient très chers. Durant le dernier mois de mes études, je me suis occupée aussi de chercher du travail dans cette zone et voilà que j'ai trouvé un service civique à Grasse dans l'association Evaleco. Pouvoir travailler à la fois sur l'économie, grâce à ma mission qui est de créer une monnaie locale complémentaire à l'euro, et d'apprendre le français qui, pour ma formation et mon curriculum, est un grand investissement. C'est pourquoi j'ai commencé en juin un contrat de service civique de 10 mois. Mon début a été très compliqué pour moi parce que mon niveau de français était assez basique, mais à force d'écouter et d'étudier, j'ai pu m'améliorer peu à peu. J'ai aussi pu m'installer dans une résidence en septembre, au foyer des jeunes travailleurs de Valbonne. Pour moi, c'est une expérience magnifique et très enrichissante dans tous les sens. Au niveau de ma formation, pour pouvoir travailler dans une thématique économique et connaître de l'intérieur le fonctionnement d'une association, et à un niveau culturel pour connaître la manière de vivre dans un autre pays, et aussi pour connaître beaucoup de personnes, d'autres lieux, qui m'entourent, qui m'ouvrent l'esprit et me permettent de garder le moral pour être capable de vivre loin du foyer avec une autre langue et pouvoir la maintenir. Voilà, donc Victor a amélioré son français en lisant des textes sur la mise en œuvre d'une monnaie locale complémentaire en France. Voilà, ça montre aussi effectivement que donc il existe. On a parlé d'Erasmus. Il y a effectivement les services civiques, hein, puisqu'il existe aussi un service volontaire européen qui permet aux jeunes pareil, toujours réservé aux jeunes qui ont la citoyenneté européenne, mais élargi à ceux aussi qui font leurs études sur le sol européen. Donc là, c'est plus large d'aller faire effectivement des missions de service civique dans d'autres pays européens. Donc sur cette charte des droits fondamentaux sur lequel je voudrais revenir un peu parce que c'est important de comparer les textes. Et c'est pas très compliqué à lire ces textes, hein. C'est pas des textes juridiques avec des renvois de partout. Je voudrais juste vous faire une petite comparaison. Dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à son article 15, il y a marqué « Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée ». Ça, c'est la définition européenne. Dans le préambule de la Constitution française, il y a marqué « Chacun a le droit... » Constitution de 1946 48, ouais. 48. Chacun a le droit de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Donc là, on est déjà. Alors la grosse nuance, elle est là. Hein. Droit de travailler et droit d'obtenir un emploi, c'est pas du tout pareil. Il y en a un, c'est on pose l'obligation et donc vous avez le droit de travailler. C'est-à-dire que si vous ne travaillez pas, on n'est pas obligé de vous venir en aide puisque vous avez le droit de travailler. Alors que si vous avez le droit d'obtenir un emploi, ça justifie que si la société ne vous permet pas d'accéder à cet emploi, alors elle doit pouvoir compenser, équilibrer et rendre les choses plus équitables. Et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, toujours sur ces mêmes thèmes, dans l'article 23, toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Donc on voit les écarts qu'il peut y avoir entre ces textes, et c'est pas parce que dans l'Union européenne on a on a obtenu finalement une charte des droits fondamentaux que c'est pas, enfin encore une fois c'est un minimum que définit l'Union européenne, mais elle ne demande pas à la France de revoir sa constitution pour supprimer le mot droit au travail et le remplacer par droit de travailler. Ça serait une décision purement nationale. Et elle ne lui demande pas non plus de supprimer le soutien aux personnes qui ont perdu un emploi. Bien sûr, voilà. Elle ne demande pas ça. Chômage. Et quand dans la Convention européenne des droits de l'homme, il y a rien là-dessus.
Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment suivant les textes, et c'est important, effectivement, de pas pouvoir accepter l'idée quand on va aussi un jour on nous dit que c'est l'Europe qui impose de changer la Constitution française pour remplacer par le droit au travail, par le droit de travailler. Ben, c'est parce qu'on connaît ces textes et qu'on peut dire, qu'on peut en tant que citoyen dire non. Ça, c'est pas pareil, ça veut pas dire la même chose, et l'Europe ne demande pas à ce qu'on retourne en arrière. Elle fixe des minimums à atteindre. On va peut-être écouter un autre témoignage. Oui, Anne-Cécile. Alors, moi, je vais vous apporter donc le témoignage de Florine. L'Europe est avant tout, pour moi, définie par l'ouverture des frontières, plus que par des intérêts économiques d'un regroupement de pays. J'aimerais parler de mon expérience en tant qu'étudiante en Suisse, qui n'est pas dans l'Europe à proprement dit. Mais qui est dans Schengen. Qui est dans l'espace. Pourtant, j'ai effectué un échange Erasmus avec l'Université de Genève pendant 1 an. Je suis très heureuse de cette expérience, car j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes formidables, qu'elles soient étrangères comme moi, ou qu'elles soient suisses. Ces rencontres m'ont permis de vraiment comprendre et de sentir cette possibilité de partage culturel. Le paradoxe de cette année d'échange se trouve évidemment dans le statut de la Suisse. Ce pays partage quelques accords avec l'UE, mais pas tous. L'année qui a suivi mon échange, il y a eu des pressions exercées sur la possibilité d'effectuer des échanges Erasmus en Suisse et pour les étudiants suisses, suite à cette décision propre à ce pays, concernant la politique d'immigration. Ce programme d'échange qui a pour but de permettre et de créer ce sentiment d'union, de communauté, selon moi, ne devrait jamais être utilisé comme une arme politique. Mes amis suisses, qui pendant cette période avaient prévu un échange, ont ressenti un vrai sentiment d'exclusion. Les raisons qui ont créé ce sentiment sont, pour moi, toujours inacceptables pour un tel projet. Les étudiants d'Europe, au sens large, ne devraient pas se sentir menacés. Les sanctions, si elles doivent être, devraient être axées sur des avantages premiers de l'UE, qui est l'axe économique. Elles ne devraient pas mettre en péril le sentiment d'unité qui a motivé la création du programme. Dans les faits, les pressions n'ont jamais été appliquées et le programme est resté opérationnel après quelques mois d'incertitude. Malgré tout, cette instrumentalisation du programme m'a déçue et m'a fait prendre du recul. L'expérience qu'offre Erasmus est sans doute exceptionnelle. Beaucoup de rencontres n'auraient jamais eu lieu sans elle, mais l'essence même résulte du voyage. Pour conclure, je dirais que mon sentiment d'être citoyenne européenne n'existe qu'à travers ces rencontres et n'est pas représenté par un drapeau. Vive la rencontre des cultures, Florine. Donc oui, ces expériences, ces échanges, voilà, ça nous apprend aussi beaucoup ces regards de jeunes, ce qui pose un regard réflexif aussi sur ces voyages, sur la manière dont on est capable aujourd'hui d'accueillir ou de ne pas accueillir, de se refermer par rapport aux migrants qui arrivent, et effectivement qu'on oublie que c'est de la rencontre que naît la richesse, que c'est de la rencontre que naît la compréhension, et que c'est d'aller vers l'autre, parce que ces jeunes qui partent dans les programmes Erasmus, c'est une aventure, mais ils font l'effort. Ils quittent, comme Victor l'a dit dans son témoignage, ils quittent effectivement le confort du cocon familial. Ils font l'effort d'aller vers les autres, et c'est en allant vers les autres, donc c'est en se mettant en danger. Victor le dit très bien, il se met en danger parce qu'il quitte tout son confort, toutes ses habitudes. C'est le confort relatif actuellement en Espagne quand même. Le confort relatif, il le dit aussi effectivement, mais c'est en quittant ce confort aussi et en faisant le pas d'aller vers l'autre qu'on en ressort beaucoup plus riche, et que c'est là la réelle construction de la citoyenneté, comme l'a dit Florine, elle n'est pas ni dans un hymne, ni dans un drapeau, elle est dans ses rencontres. Voilà, donc ça c'est effectivement important. Florine nous rappelle ce que disait Victor Hugo, nous sommes des humains. Avant tout, avant tout des humains. On va vous lire un dernier témoignage sur cette idée de voyage qui nous vient de Caroline, qui a été donc envoyée par Internet. Quand j'étais petite, mon père m'emmenait parfois visiter quelques jours une ville européenne, Londres, Madrid, Bruxelles ou encore Venise. Nous partions toujours en train, et j'en ai gardé un goût prononcé pour les voyages.
Pas seulement le fait d'aller dans une ville inconnue, mais aussi tout ce processus qui fait le voyage. Par la fenêtre du wagon, je voyais défiler le paysage, je le voyais changer, se transformer en un autre pays. À l'époque, l'euro n'était pas en circulation, et je m'émerveillais de chaque détail de la vie à l'étranger. Je me souviens notamment de la pièce de 25 pesetas espagnole, qui avait un trou en son milieu. J'en avais gardé un exemplaire pour montrer à mes copains qu'il n'y avait pas que dans les blagues de Toto qu'on trouvait des pièces trouées. Le goût du voyage ne m'a en effet jamais quitté. C'est dans ces circonstances que je suis partie faire un premier stage en République tchèque. Durant ma première année d'études supérieures, je suis restée 1 mois dans un petit bourg de campagne à côtoyer la population locale qui me parlait de ses coutumes, de sa culture et de sa façon de voir les choses et vivre les événements. Les repas du soir se prenaient à 5h de l'après-midi. Toutes les boutiques, supermarchés inclus, fermaient le samedi à 11h du matin pour ne rouvrir que le lundi matin. Et lorsque la température excédait les 40 degrés, les employés se voyaient octroyer un congé exceptionnel pour cause de chaleur. Je suis partie toujours en train, en Pologne. Le train dit beaucoup de choses sur le niveau de vie des populations. Ils étaient vétustes et coûtaient une bouchée de pain. Je découvrais pour la première fois la différence économique de certains pays de l'Union européenne. Alors que jusqu'ici j'étais restée dans les circuits touristiques, j'ai ensuite continué à voyager quand l'occasion s'est présentée. Italie et Irlande. Mais c'est réellement lors de mon semestre Erasmus en Espagne que l'Europe est devenue mon terrain de jeu. Aujourd'hui, je suis riche des rencontres que j'ai faites durant mes voyages. Et c'est ce qui donne à l'Europe toute sa richesse. Et c'est pourquoi je continue toujours à vagabonder sur ce territoire. Les gens partagent avec moi leur vision du voyage, de l'Europe, de leur culture. Avec les Européens que je croise, nous parlons de choses communes et comparons nos différences. J'ai pu apprendre à m'ouvrir à l'autre, voir le bon en chacun de nous. J'ai appris à ne plus avoir peur des autres et à ne plus avoir peur de vivre. Voilà, donc c'est la même veine. Hein, ces jeunes sont pas tous du Pays de Grasse. Ils ont envoyé leur témoignage, mais on retrouve la même chose. Hein, cette richesse, la même aspiration. On sent. Alors c'est vrai que c'est des jeunes. Ils l'ont tous entendu. Ils ont fait des études supérieures. C'est dans le cadre de ces études supérieures qu'ils ont découvert ça. Alors que dans les témoignages qu'on a lus au début, en particulier celui d'Émilie, on est dans le cadre d'une jeune qui n'a pas participé à un voyage Erasmus. Et là, l'Europe, c'est compliqué, c'est loin, c'est plein de questions. Voilà, donc c'est aussi cette différence-là. Quand on nous donne les moyens d'aller vers l'autre et qu'on saisit cette chance, de là peut naître effectivement la rencontre interculturelle et peut naître ce qui fait vraiment la citoyenneté. Et qui sera jamais résumé dans un texte de loi ou dans une charte des droits fondamentaux. Et en fait, la citoyenneté européenne se construirait, à votre avis, grâce à ces rencontres, grâce à ces mélanges, grâce à ces, parfois, oppositions ? Je pense que c'est la multiculturalité qui fait qu'effectivement on se construit déjà dans ces rapprochements qu'on peut trouver avec l'autre. Moi, je me suis sentie effectivement beaucoup plus citoyenne à force de rencontres. Ça m'a beaucoup appris sur les différentes cultures, sur les différentes façons de vivre les choses. Et c'est dans cette richesse-là que je me suis épanouie dans ce sens. Messieurs, je le dis en terminant et que cette pensée nous encourage, ce n'est pas d'aujourd'hui que le genre humain est en marche dans cette voie providentielle. Dans notre vieille Europe, l'Angleterre a fait le premier pas et par son exemple séculaire, elle a dit au peuple, vous êtes libre. La France a fait le second pas et elle a dit au peuple, vous êtes souverain. Maintenant, faisons le troisième pas et tous ensemble, France, Angleterre, Belgique, Allemagne, Italie, Europe, Amérique, disons au peuple, vous êtes frères. Et nous souhaitons pour cette année 2016 que l'Europe devienne frère ouverte sur l'Afrique. Bonne soirée à tous et à bientôt pour une nouvelle émission sur les espaces de citoyenneté active.